Eh, je ne sais même pas si je cherche des conseils ou si j'ai juste besoin de vider mon sac, mais j'imagine qu'on verra bien où cela nous mène. Je m'appelle Alex, j'ai 27 ans, et ces dernières années, j'ai travaillé comme streamer à plein temps. Ce n'est pas quelque chose dont je parle vraiment avec ma famille, principalement parce qu'ils ne comprennent pas, et, honnêtement, je préfère que ce soit ainsi. Mais voilà, je gagne bien ma vie, plus qu'assez pour vivre confortablement, investir, et, jusqu'à récemment, soutenir financièrement ma famille. Mes parents n'ont jamais été riches, et en grandissant, les choses ont toujours été un peu serrées. Mon père, appelons-le Greg, avait un emploi de bureau ordinaire, et se plaignait toujours du fait que les vrais boulots ne payaient pas assez. Ma mère restait à la maison, et ma sœur Émilie, eh bien, elle a quelques années de moins que moi, et cherche encore sa voie dans la vie. Je ne lui en veux pas pour ça, mais ce que je lui reproche, c'est ce qui s'est passé il y a quelques nuits. Voyez-vous, depuis que j'ai commencé à gagner de l'argent sérieux, l'attitude de mon père envers moi est devenue bizarre. Il n'a jamais reconnu directement ma réussite, ne m'a jamais demandé comment je gagnais ma vie, et ne m'a certainement jamais traité comme un adulte capable de prendre soin de lui-même et d'eux. Au lieu de cela, il me traite comme un raté, qui refuse de trouver un vrai travail. Avant, ce n'était que des commentaires dignes de lever les yeux au ciel, du genre « Oh, jouer à des jeux vidéo toute la journée doit être tellement épuisant » ou « Quand vas-tu faire quelque chose de productif de ta vie ?» Mais récemment, c'est devenu pire. Le week-end dernier, je suis allée chez mes parents pour une soirée jeux en famille. Nous n'en faisons pas souvent, mais de temps en temps, ma mère insiste pour qu'on passe du temps de qualité, ensemble, alors, je m'y plie. Je pensais que ce serait quelque partie d'une eau, des chamailleries légères, et être un repas fait maison si j'avais de la chance. Au lieu de cela, cela s'est transformé en une soirée de piques subtiles et moins subtiles à mon encontre. Ça a commencé doucement, mon père se moquant de ma façon de dormir toute la journée. Ce que je ne fais pas. Je travaille juste tard. Puis ma sœur a renchéri en disant que je n'avais jamais vraiment grandi. Finalement, ma mère a commencé à évoquer avec nostalgie l'époque où j'avais de si grands rêves, quand j'étais plus jeune, vous voyez, comme si j'étais une sorte de déception tragique. J'ai essayé de ne pas y prêter attention pour préserver la paix. Je gère cela depuis des années, et là, honnêtement, je suis passée au-dessus. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'Émilie avait enregistré des moments de la soirée sur son téléphone, et que, 2 jours plus tard, elle avait publié la vidéo. Je ne la cherchais même pas. Je faisais juste défiler mon fil Instagram, quand j'ai vu une notification indiquant qu'elle avait publié une story. J'ai cliqué dessus sans réfléchir, et elle était là. Une vidéo tremblante, et de mauvaise qualité de mon père, adossé à sa chaise, un verre à la main, disant « Je vous jure, Alex a la vie la plus facile sur Terre. Il joue à ses petits jeux, parle à des geeks toute la journée, et trouve le moyen de payer son loyer. Il pourrait se retrouver à la rue dans un an sans même le voir venir. » Puis des rires. Celui de ma sœur, de ma mère, et même mon oncle ricanait en arrière-plan. J'ai fait défiler les séquences suivantes, et c'était du même acabit. Mon père qui continuait sur sa lancée en disant qu'Alex se prend pour une sorte d'homme d'affaires, tandis que ma mère plaisantait en disant que je devrais utiliser mon diplôme en informatique pour trouver un vrai travail. Et ma sœur, elle filmait ça, comme s'il s'agissait d'un moment de coulisses hilarant. À un moment donné, elle a tourné la caméra vers elle, et a chuchoté entre deux gloussements. C'est pour ça qu'il ne ramène jamais de petit ami à la maison. Comme je l'ai dit, je savais qu'il ne prenait pas mon travail au sérieux. Je savais qu'il pensait que je gâchais ma vie devant un écran. Mais le fait de les voir le dire alors qu'ils me croyaient absent, d'entendre les rires, les moqueries, le manque total de respect, cela m'a touchée, d'une manière que je n'aurais pas imaginée. Pendant des années, je les ai aidés. J'ai payé des factures quand ils étaient en difficulté. J'ai réglé les frais médicaux de ma mère lorsqu'elle a eu besoin d'une opération l'année dernière. J'ai même donné de l'argent à Émilie lorsqu'il lui manquait de quoi payer le loyer de son appartement. Et pourtant, ils étaient là, à se moquer de moi, comme si j'étais un raté pathétique, qu'ils devaient simplement tolérer. J'ai fermé Instagram et suis restée assis là un moment, à fixer mon téléphone. Puis, pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose changer en moi, parce que s'ils me voyaient vraiment ainsi, il était être temps d'arrêter de les aider. Au début, mon cerveau a essayé de leur trouver des excuses. Être qu'ils plaisantaient, être que c'était l'un de ces moments où les gens disent des bêtises pour le plaisir de se taquiner en famille.
Peut-être que je surréagissais, mais plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que non, ce n'était pas juste une blague en passant. Ce n'était pas un taquinage inoffensif entre membres d'une famille. C'était du mépris, un groupe de personnes que je soutenais d'une manière qu'ils ne réalisaient probablement même pas, assis ensemble à rire de mon prétendu état pathétique. Et le pire, c'est qu'ils le pensaient vraiment. On sent quand quelqu'un plaisante. Il y a une certaine énergie, quelque chose de léger, d'affectueux. Mais cette vidéo, elle n'avait rien de léger. C'était mon père assis là, me démolissant avec assurance comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. C'était ma sœur qui l'enregistrait, parce qu'elle trouvait cela divertissant. C'était ma mère qui intervenait, non pas pour me défendre ou pour dire « Eh, on ne devrait être pas dénigrer Alex comme ça », mais pour en rajouter. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, une chaleur sourde qui couvait, pas encore tout à fait de la rage, mais pas loin. J'ai voulu envoyer un message à Émilie sur le champ pour lui demander à quoi elle pensait et exiger des explications, mais je me suis retenue. À la place, j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai fait défiler mes transactions récentes, laissant les chiffres s'imprimer dans mon esprit. 1500 $ pour le loyer de la maison de mes parents. 600 $ pour la dernière partie du paiement de la voiture d'Émilie. 3200 $ pour une facture de carte de crédit que mon père avait oublié de payer. 250 $ de courses pour la fois où ma mère m'a appelé en disant qu'ils étaient à court d'argent le mois dernier. Ligne après ligne, une liste silencieuse et accablante de toutes les façons dont je les avais aidés, de toutes les fois où ils étaient venus me voir pour une petite faveur ou une dépense imprévue qu'ils ne pouvaient tout simplement pas assumer seuls. Et pendant des années, j'avais dit oui à chaque fois, parce que je voulais aider, parce qu'ils étaient ma famille, parce que peu importe le dédain de mon père, ou le peu de respect qu'il me montrait, je m'avais convaincu que je faisais ce qu'il fallait, en pariant qu'un jour, il verrait que je n'étais pas un raté paresseux. Mais maintenant, en regardant cette vidéo et ces transactions, j'ai compris, ils ne me verraient jamais différemment, à moins que je ne les y force. J'ai pris une inspiration, puis une autre, et enfin j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai ouvert notre discussion de groupe avec mes parents et ma sœur, et j'ai écrit « Salut, je viens de voir la vidéo d'Émilie. Je ne savais pas que vous aviez si peu de considération pour moi. » 3 petits points sont apparus presque instantanément, ma mère écrivait, puis ils ont disparu. Ensuite, ma sœur a commencé à écrire, puis s'est arrêtée. Finalement, mon père a répondu « Ah, tu as vu ça. Allez, ne sois pas si sensible, on rigolait juste. » J'ai fixé l'écran. Rigoler, c'est ça. Avant même que je ne puisse répondre, Émilie est intervenue. Ouais, ce n'était pas sérieux lol, tu sais comment est papa après quelques verres. Cette chaleur dans ma poitrine s'est ravivée, encore plus ardente. C'est drôle, je ne me souviens pas que c'était une blague quand tu as eu besoin d'argent pour ton loyer le mois dernier. Nouvelle pause, plus longue cette fois. Puis, mec, sérieusement, tu t'énerves, pour une vidéo débile? J'ai serré la mâchoire. Ce n'était pas seulement à propos de la vidéo, c'était pour ces années de manque de respect, ces années passées à être traité comme une sorte de plaisanterie, alors que j'étais celui qui veillait à ce qu'ils puissent payer leur loyer, garder l'électricité allumée, acheter des courses. Et ils ne comprenaient toujours pas. Alors j'ai écrit un dernier message. Je vais faire simple. Si vous trouvez que mon travail est si embarrassant, vous n'aurez plus à vous en soucier. Ne me demandez plus jamais un seul centime. Puis, avant qu'il ne puisse répondre, j'ai mis la discussion en sourdine. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la libération. Bien sûr, je savais que ce n'était pas fini, loin de là. Parce que s'il y avait bien une chose que je savais sur mon père, c'était qu'il supportait très mal la perte de contrôle, et je venais de lui retirer son filet de sécurité préféré. J'avais le pressentiment que les véritables retombées allaient bientôt commencer. Les premières heures, après avoir mis le groupe en sourdine, furent étrangement calmes. Aucun message, aucune excuse frénétique, aucune tentative désespérée de débattre. Pendant un court et stupide instant, j'ai presque cru qu'ils avaient compris le message, qu'ils comprenaient enfin. Puis, vers 21 h, mon téléphone s'est éclairé. Appel de mon père. J'ai laissé sonner. 1 minute plus tard, un SMS. Décroche ce foutu téléphone. Puis un autre. Ne te comporte pas comme un enfant pour une blague. Et encore un autre. Tu crois vraiment que tu vas nous couper les vivres pour ça? Grandis un peu, Alex. C'était bien là son ton familier, ce mélange de colère et d'arrogance,
comme si la discussion lui était due, comme si c'était moi qui me montrais déraisonnable pour avoir enfin posé une limite. Je l'ai ignoré. 2 minutes plus tard, Émilie m'a envoyé un message. Mec, tu es tellement dramatique. Papa est furieux, parle-lui. Ce n'était même pas si grave. Je n'ai pas répondu. Puis ma mère. Alex, mon chéri, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu sais bien que ton père ne pensait pas à mal. Celui-là m'a fait plus de mal qu'il n'aurait dû, non pas parce que je la croyais, mais en raison du caractère automatique de sa réaction, tellement prévisible. Elle faisait toujours cela, minimiser son comportement, balayer les problèmes sous le tapis, arrondir les angles justes, assez, pour préserver la paix. Je pouvais presque entendre sa voix dans ma tête, ce soupir fatigué et exaspéré qu'elle poussait chaque fois que j'osais résister. Tu sais comment il est, Alex, laisse couler. Mais j'en avais fini de laisser couler. J'en avais fini de faire semblant. Alors, j'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger », j'ai fermé mon ordinateur portable, et j'ai lancé mon stream. C'était un bon stream en plus, j'ai fait de bons chiffres, fait une super partie, et j'ai même reçu quelques gros dons de la part de spectateurs réguliers. Et pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de me dire « c'est ça ma vraie vie, pas eux. C'est ça, j'aurais dû me sentir libre ». Et d'une certaine manière, c'était le cas. Mais je connaissais aussi mon père, et je savais qu'il n'allait pas en rester là. Je me suis écroulée vers 3 heures du matin, complètement épuisée, et quand je me suis réveillée le lendemain matin, la première chose que j'ai vue, c'est mon écran de téléphone absolument submergé de notifications. 6 appels manqués, 8 de mon père, 4 de ma mère, 2 d'Émilie, 2 d'un numéro inconnu. Et puis tout en haut, la notification qui m'a tordu l'estomac, mon application bancaire. J'ai cliqué dessus pour l'ouvrir, redoutant déjà ce que j'allais y voir. Retrait de 600 $, retrait de 150 $, retrait de 350 $. J'ai fixé l'écran, mon cerveau mettant une seconde à assimiler ce que je voyais, avant que la réalité ne me frappe de plein fouet comme un train de marchandises. Il m'avait pris de l'argent. Plus précisément, mes parents venaient de vider mon compte d'épargne d'urgence commun. Le compte que j'avais ouvert il y a des années, celui que j'avais créé à l'époque où ils étaient en difficulté, quand je pensais encore pouvoir leur faire confiance, quand j'étais assez naïf pour croire que les aider ferait qu'ils m'apprécieraient. Je l'utilisais à peine maintenant, c'était juste un compte de secours, un filet de sécurité, et ils étaient en train de le vider. Mes mains tremblaient alors que je débranchais brusquement mon téléphone de son chargeur pour appeler immédiatement ma banque. Oui, j'ai besoin de retirer quelqu'un de mon compte, ai-je dit, parvenant à peine à garder une voix stable, alors que le conseiller du service client me saluait. Ils ont commencé à me demander des détails de sécurité, à confirmer mon identité, tout le protocole standard, mais je pouvais à peine me concentrer. Mon esprit tournait à toute vitesse, un mélange de colère et d'incrédulité s'abattant sur moi par vagues successives. Ils pensaient vraiment qu'ils pouvaient faire ça, ils pensaient vraiment qu'ils pouvaient me voler, et que j'allais juste l'accepter. Pendant que le conseiller s'en occupait, j'ai ouvert le chat de groupe familial, et, sans prendre la peine de lire l'un des dizaines de messages non lus, j'ai envoyé un dernier texte. Vous venez de me voler. J'ai fini. Puis je les ai tous bloqués. Plus de discussion, plus de justification, plus d'excuses. C'était terminé. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Les gens, comme mon père, ne s'en vont pas simplement comme ça, quand on leur retire le contrôle. Et effectivement, plus tard cet après-midi-là, je l'ai entendu, un coup violent et colérique frapper à ma porte. Pas le genre décontracté, pas quelqu'un qui passe vous voir à l'improviste. C'était insistant, exigeant. Je savais déjà qui c'était avant même de vérifier, mais j'ai quand même regardé par le Judas pour en avoir le cœur net. Et il était là, mon père, debout sur le pas de ma porte, la mâchoire serrée, le visage rouge, les poings tremblants, pratiquement le long du corps. Il n'avait pas juste l'air en colère, il avait l'air furieux, et j'avais le sentiment que les choses allaient s'envenimer. Je suis restée là, à regarder par le Judas, le cœur battant à tout rompre. Je n'avais pas peur, du moins pas de la manière dont il le souhaitait, mais il y avait quelque chose dans sa posture, tout son corps vibrant, pratiquement de colère, qui m'a glacé le sang. Il n'avait pas seulement l'air en colère, il avait l'air offensé, comme si je lui avais fait quelque chose, comme si c'était moi, qui avait franchi la ligne. Un autre coup, plus fort cette fois. Alex, ouvre cette foutue porte. Sa voix était tranchante, sèche, une voix que j'avais entendue toute ma vie,
une voix qui s'attendait toujours à ce qu'on lui obéisse. Il frappa à nouveau du poing contre la porte. « Je sais que tu es là. » J'ai pris une grande inspiration, essayant de décider de la marche à suivre. Mon premier réflexe a été de l'ignorer, de le laisser s'époumoner dehors jusqu'à ce qu'il se fatigue et s'en aille. Mais je connaissais mon père, cela n'allait pas arriver. Il resterait là, il hurlerait, il ferait monter la tension, et je n'avais pas envie que mes voisins appellent la police, parce que mon père ne savait pas accepter un non. J'ai donc déverrouillé la porte. À la seconde où je l'ai entr'ouverte, il s'est frayé un chemin à l'intérieur. J'ai vu qu'il avait déjà fait un pas dans mon salon comme s'il était chez lui, avant même que je puisse réagir. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-il exigé, d'une voix basse, mais bouillonnante de rage. Ses mains étaient serrées en poing le long du corps, tout son être si tendu qu'il semblait se retenir avec peine. « Tu as bloqué ta mère, ta sœur. Après tout ce qu'on a fait pour toi. » J'ai laissé échapper un rire sarcastique. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Elle était bien bonne, celle-là. Vous m'avez volé, ai-je dit, la voix glaciale. Ne fais pas l'étonner, si je vous coupe les vivres. Son visage s'est tordu en une expression hideuse, un ricanement méprisant retroussant ses lèvres. Voler ? Ne sois pas dramatique. Cet argent était pour la famille. J'ai senti mes doigts se crisper en un point le long de ma cuisse. C'était mon argent. Un argent que j'ai gagné, que j'ai choisi de partager avec vous, parce que je pensais que vous en aviez vraiment besoin. J'ai fait un pas vers lui, refusant de le laisser me dominer de sa hauteur comme il le faisait quand j'étais enfant. Mais j'ai fini. Je ne suis pas votre foutu distributeur de billets. Je ne paie plus vos factures. Je ne viens plus vous sortir d'affaires. Il a ricané en secouant la tête. Alors c'est tout ? Tu vas simplement nous tourner le dos ? J'ai senti quelque chose se briser en moi. C'est vous qui m'avez tourné le dos. Ai-je répliqué en haussant le ton. Toi ? Émilie et maman ? Vous étiez assis là à vous moquer de moi. Vous m'avez raillé, humilié, et maintenant que vous perdez mon argent, d'un coup, ça vous intéresse ? Il a levé les yeux au ciel en laissant échapper un soupir exaspéré, comme si c'était moi qui me montrais ridicule. Mon Dieu, Alex, c'était une blague. Tu vas vraiment faire un caprice pour ça ? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, d'un rire sec, amer, incrédule. Une blague. C'était toujours une blague, quand ça les arrangeait. Ouais, bizarrement, ce n'était pas une blague quand tu prenais mon argent. Bizarre que ma carrière si embarrassante ne t'ait jamais posé de problème quand elle servait à payer ton foutu loyer. C'est alors que quelque chose a changé. Son expression a vacillé, juste une seconde, juste assez longtemps pour que je l'aperçoive, de l'incertitude, une faille dans son armure, comme si, pour la toute première fois, il réalisait à quel point j'étais sérieux. Mais tout aussi rapidement, la colère est revenue. Il s'est approché, me pointant un doigt accusateur sur la poitrine. « Tu n'aurais pas cet argent si ce n'était pas pour nous », a-t-il craché. « Nous t'avons élevé, nous t'avons soutenu. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui, si on ne s'était pas tué à la tâche pour mettre de la nourriture sur la table. » J'ai expiré lentement en secouant la tête. « Et je vous ai remboursé au centuple. J'ai pris soin de vous, j'ai couvert vos factures, je vous ai donné tout ce que je pouvais, et ce n'était jamais assez pour vous. » J'ai ancré mon regard dans le sien, ma voix devenant glaciale, mais j'ai fini. Tu n'as pas le droit de m'insulter, de me voler, et de venir ici ensuite en te pavanant, comme si je te devais quelque chose. Pour la première fois depuis qu'il avait fait irruption, il n'a rien trouvé à répondre. Il est resté là, la respiration lourde, le visage déformé par la rage, mais je pouvais percevoir autre chose en dessous, une prise de conscience. Parce qu'au fond de lui, je pense qu'il savait enfin que je ne bluffais pas. Puis, juste au moment où je pensais qu'il allait partir, ses lèvres se sont étirées en un sourire narquois. « Tu te crois si performant, hein ?» Son ton était moqueur désormais, dégoulinant de condescendance. « Tu te prends pour une grande star d'Internet ? Je n'ai rien dit. J'ai simplement croisé les bras, et attendu qu'il vienne au fait. » Il a laissé échapper un petit rire amer. « Tu penses que ce truc de streaming va durer éternellement ? Tu penses que tu es à l'abri pour le reste de tes jours ? Laisse-moi te dire un truc, gamin. Tu n'es rien, tu es une blague, tu crois que ces gens qui te regardent en ligne se soucient vraiment de toi.
À la seconde où tu arrêteras de les divertir, à la seconde où un streamer plus jeune et meilleur arrivera, tu seras oublié. Et quand ça arrivera, il a écarté les bras, m'adressant ce sourire condescendant et autosatisfait, qui me retournait l'estomac quand j'étais gamin. Tu reviendras en rampant, exactement comme je savais que tu le ferais. Je l'ai simplement fixé pendant un long moment. Il y croyait vraiment. Il avait besoin d'y croire, car l'alternative, le fait que je réussissais réellement, que j'étais vraiment mieux sans eux, était une chose que son ego ne pouvait pas accepter. Alors j'ai souri, d'un sourire lent et entendu qui a fait vaciller très légèrement son assurance. Tu penses vraiment ça, hein? Ai-je dit, d'une voix presque amusée. Tu penses vraiment que j'ai besoin de toi? J'ai fait un pas de plus, le regardant droit dans les yeux. Tu n'as pas la moindre idée de ce que je gagne. Et c'est là que je l'ai vu, cette lueur fugitive dans son expression, de la cupidité, de la curiosité, du doute. Pour la toute première fois, il y pensait réellement, et c'est à ce moment précis que j'ai compris qu'il n'était pas venu pour se disputer, ni pour me culpabiliser, il était là, parce qu'il pensait pouvoir encore gagner, mais il s'apprêtait à apprendre qu'il avait déjà perdu. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu sur le visage de mon père quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, de l'hésitation, du doute. Il voulait croire que je bluffais, il avait besoin de croire que j'étais toujours ce même gamin qu'il pouvait manipuler, que ma réussite était temporaire, et qu'à tout moment je reviendrais en rampant, désespéré d'obtenir son approbation. Mais il n'était pas stupide. Il ne s'était jamais donné la peine de s'intéresser à ma carrière auparavant, mais maintenant, debout dans mon appartement, mon bel appartement dans un immeuble, où il n'aurait probablement même pas les moyens de louer un placard, la vérité le frappait de plein fouet. Je m'en sortais mieux que lui, mieux que tous, et il détestait cela. Tu te crois trop bien pour nous maintenant? Sa voix avait perdu un peu de son mordant, mais il essayait toujours de s'accrocher à l'avantage. Tu penses que juste parce que tu as eu de la chance en jouant à des jeux vidéo sur Internet, tu n'as plus besoin de ta famille? J'ai soupiré en secouant la tête. Tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de respect. Je me suis tué à la tâche pour ça, et au lieu d'être heureux pour moi, au lieu d'être fier de moi, vous étiez assis là à rire. Vous m'avez traité comme une blague. Je me suis approché de lui, ma voix devenant froide, mais c'est moi qui ris aujourd'hui. Sa mâchoire s'est crispée. Tu penses que tu riras encore quand tout cela s'effondrera? Parce que ça va s'effondrer, et quand ce sera le cas, ne viens pas pleurer chez nous. J'ai penché la tête en l'observant. C'est marrant, parce que j'allais te dire exactement la même chose. Il a ricané, mais j'ai vu passer l'éclair d'incertitude dans ses yeux. J'ai laissé le silence s'étirer entre nous, avant de reprendre la parole. Vous avez besoin de moi, ai-je simplement dit. Pas l'inverse. Son visage est devenu rouge. Il a ouvert la bouche, pour répliquer par une insulte bidon, mais c'est alors que son téléphone a vibré. Il l'a sorti, a jeté un coup d'œil à l'écran, et sa grimace s'est accentuée. J'ai eu un sourire narquois. C'est maman qui te demande si tu as réussi à me faire changer d'avis? Sa prise sur le téléphone s'est resserrée. Bingo. J'ai croisé les bras. Laisse-moi deviner. Depuis que je vous ai coupé, les factures s'accumulent. Vous avez des dettes. Être que maman te harcèle parce que, tout d'un coup, il n'y a plus d'argent qui rentre pour la sauver d'elle-même. Être qu'Émilie panique parce qu'elle a perdu son filet de sécurité. J'ai laissé mes mots faire leur chemin avant de porter le coup de grâce. Qu'est-ce que ça fait, papa, de savoir que le raté embarrassant est la seule raison pour laquelle vous ne couliez pas? Sa respiration était plus lourde à présent, tout son corps tendu par la rage, mais il n'avait rien à répondre parce qu'il savait que j'avais raison. Je me suis dirigée vers la porte, et je l'ai ouverte en grand. Chouach. Il n'a pas bougé. Il est resté planté là, à me fixer comme s'il n'arrivait pas tout à fait à croire ce qui se passait, comme s'il pensait encore qu'il y avait un moyen de retourner la situation. Tu fais une erreur, Alex, a-t-il fini par dire à voix basse. La famille est tout ce qu'il te reste. J'ai soutenu son regard. C'est là que tu te trompes. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de lui. Je ne cherchais pas son approbation. Je me fichais de ce qu'il pensait, et cela l'effrayait plus que tout. Il a hésité encore quelques secondes, espérant être que je change d'avis, attendant être qu'un ultime sentiment de culpabilité fasse effet, mais je suis simplement restée là, à attendre. Et finalement, enfin, il s'est retourné,
et est sorti. J'ai refermé la porte derrière lui, et l'ai verrouillée. Puis j'ai pris une profonde inspiration. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus blessée. Je n'étais même plus triste. Je me sentais juste libre. J'ai pris un moment pour rester là debout, laissant le silence s'installer autour de moi. Plus de culpabilité, plus d'obligation, plus besoin de me plier en quatre pour des gens qui, de toute façon, ne s'étaient jamais souciés de moi. C'était fini, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Je savais qu'ils essaieraient de me recontacter, être pas aujourd'hui, être pas demain, mais un jour ou l'autre, quand l'argent viendrait à manquer, quand les choses deviendraient difficiles, quand ils auraient de nouveau besoin de moi. Mais je ne serais pas là. J'avais passé des années à les soutenir en espérant qu'ils reconnaissent ma valeur, mais la vérité, c'est que je n'avais jamais eu besoin de leur validation. Je réussissais sans eux. J'étais heureux sans eux. Et je n'allais plus jamais les laisser me tirer vers le bas. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que j'ai bien géré la situation? Est-ce que vous les auriez coupés vous aussi? Ou est-ce que vous leur auriez donné une dernière chance? Dites-le moi, parce qu'honnêtement, je ne me suis jamais sentie aussi sûre d'une décision de toute ma vie.